Par ces échanges, nous voulons certes faire connaître les orientations scientifiques des groupes de recherche du CELAT. Nous voulons aussi déterminer les points de convergence et tomber d'accord sur des concertations possibles. Mais nous voulons surtout prendre une conscience renouvelée de ce qui nous regroupe, cette culture quotidienne, ses discours et ses conduites, ses productions et les comportements d'où ils émergent, ses continuités et ses transformations selon les temporalités et les espaces sociaux. Cette culture qu'oriente une mémoire vive qui permet de s'identifier et de donner sens aux actes quotidiens. À notre tour, il faut répondre aux fameuses questions de mai 68. D'où parlez-vous? Qui servez-vous? Cette chaire, qui a été les archives au folklore, c'est quand même la base de tout ce qui vient par la suite. Et on a besoin de comprendre pour en faire un peu la genèse, genèse du CELAT. Le contexte historique, c'est les années 30. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, le clergé dominait tout. L'Université Laval, il y avait la faculté de médecine, de droit, mais le reste, c'était des prêtres. Et puis, ils ont pris conscience, lors du Congrès de la langue française de 1937, de l'avancée de l'anglais et de la culture américaine. Et là, il y a eu une réaction viscérale. On est en train de se faire assimiler. Et Barbeau, c'est une découverte. Il va en parler souvent, il dit notre culture, puis là, c'est toujours ce cri, ça va se perdre, ça va se perdre, ça va se perdre. Hâtons-nous de recueillir, parce que le peuple les oublie. Et Barbeau lui a dit cette phrase-là que je trouve frappante pour les apprentissages. Il dit « Asseyez-vous là, regardez-moi travailler ». Et là, Barbeau travaillait ses textes. Puis là, La Coursière, tout à coup, il découvre dans cette littérature orale, en fait, il découvre une littérature, une tradition, et là, ce sera l'émerveillement. Et ça, je pense, c'est une chose qu'il faut dire. La Coursière, c'était pas quelqu'un qui dit « on va sauver le passé ». Non, non. Le passé littéraire, le passé traditionnel se rejoignait. Et les archives de folklore, ça commence comme ça. En fond, c'est les archives de Luc Lacoursière. Et là, il y a une chose aussi qu'il faut dire. Le folklore, on avait honte de ça. Les gens qui parlent mal, des chansons gaillardes. Sans compter qu'il y a tout un matériel ici qu'on ne peut pas faire écouter à tout le monde, qui est obscène, c'est rabelaisien. On me dit tout le temps, la mémoire du Québec est ici. La mémoire construite du Québec. Pour tout écouter ce que nous avons ici, là, autour de nous, là, ça en prendrait, on a dit 30 ans. 30 ans d'écoute de 8 heures par jour pour tout entendre. Personne ne pourra jamais connaître tout ce qu'on a autour de nous, les contes et les chansons. À l'origine des archives de folklore, il y a eu, oui, Luc Lacoursière, mais Félix-Antoine Savard. C'est vraiment une création où Savard accompagne toujours Lacoursière. Et ça se situe dans le cri de liberté de Menot. La liberté s'assume en assumant aussi tout le passé. Ce qui nous libère, c'est de connaître son passé, de l'assumer, de le vivre. Le passé, c'est pas un poids. La mémoire, c'est pas un poids. Non, c'est une énergie. Et ça va, on en parlait souvent. C'est une énergie qui propulse en avant. On arrive dans les années 40, 45. Il y a Madeleine Doyon-Ferland qui va commencer à enseigner, le costume, la danse. Et lentement, on va s'ajouter des disciplines.
Il y a Conrad Laforte qui vient, qui s'occupe des chansons, qui classifie les chansons. Son catalogue est ici, quelque part autour de nous. Vient aussi Jean-Claude Dupont, avec la culture matérielle, plus tard Jean Simard, avec la culture religieuse. Donc, il y a un élargissement. Et là, il y a un homme qui est un visionnaire, qui était un grand universitaire, c'est Jean Hamelin. Jean Hamelin arrive ici, arrive dans le domaine du folklore, et puis pense justement qu'il faut réunir des gens qui travaillent. Il y avait en histoire de l'art, il y avait dans différentes disciplines, surtout la linguistique. Ça est fondé en 1976 et il y a un référendum en 80. Les deux s'inscrivent dans un même contexte, qui est le contexte du développement de la Révolution tranquille, des premières grandes conséquences de la Révolution tranquille, c'est-à-dire la prise en compte de l'identité, la population était beaucoup plus éduquée. Et puis, en 1976, en créant le CELAT, c'était l'aboutissement normal de tendances, etc., et qui se dessinait depuis longtemps. Le CELAT était perçu au départ comme une antre, si je puis dire, de folkloristes. Le CELAT était consacré à travers sa tradition du folklore. Bon, on est allé au-delà du folklore, mais c'était un centre travaillant exclusivement, pas seulement essentiellement, exclusivement sur le Québec. Tous les collègues qui étaient en ce moment-là, je pense, au CELAT, travaillaient sur le Québec. C'était quelque chose de viscéral, tu sais. Des gens venaient ici, puis on était comme un peu les officiants d'un culte, tu sais, le culte du passé, mais un passé encore en prise avec le présent. Au fond, qui donne sens au présent, qui réveille le présent. Le CELAT s'est ramifié très rapidement vers Chicoutimi, vers Montréal, est devenu un centre interuniversitaire actif. On a eu de la chance, il y a toujours eu des tensions, mais essentiellement on s'entendait bien, mais même, je dirais, dans l'interuniversitaire. C'est vrai que c'était l'équipe qui me parlait vraiment, qui me parlait au niveau des thématiques, et puis qui me parlait surtout aussi au niveau du côté, tu le disais Constanza, au niveau du côté très transversal, au niveau des thématiques et au niveau aussi des disciplines. Donc c'est vrai que je retrouvais ça au CELAT, que je ne retrouvais pas dans les autres équipes. C'est la meilleure structure pour permettre à des gens qui viennent d'horizons différents de collaborer sans être encarcanés, si je puis dire, dans les démarches départementales. Ma pratique en art se centre sur ces rapports qui existent entre l'art et la société. Donc comment la culture aussi, elle se produit, elle se génère, elle change et se transforme. Donc j'ai trouvé ça intéressant de participer au centre car il y aurait peut-être des échanges à réaliser avec des intellectuels et non seulement des artistes, mais des intellectuels qui eux aussi réfléchissaient à la culture. Et ça correspondait quoi, quelque chose que je ne peux pas en fait développer juste au sein de ma communauté la plus proche, celle des artistes. Un jour, Jacques Mathieu m'a dit « Mais est-ce que tu voudrais venir au CELAT ?» C'est aussi, si ma mémoire est bonne, de son initiative que Jocelyn Letourneau, que Laurier Turgeon sont venus. Et donc, on s'est retrouvés à trois, un peu trois mousquetaires. On a réimaginé un autre centre. Moi, je suis vraiment à 100% convaincu que l'intérêt est dans l'échange. Un corpus devient vivant intéressant par la multiplicité des regards, et non pas autrement. En fait, regarder et travailler la théorie du point de vue de la pratique, c'est un aspect très, très important à développer aujourd'hui en recherche-action surtout. Et je trouve que c'est une différence qui a été acceptée et elle commence à être développée au CELAT. Les gens qui sont là nous intéressent parce que nous sommes vivants. C'est parce que ce sont nos ancêtres. Alors, ici, c'est un cimetière inclusif et je dois dire que c'est, d'après moi, le plus beau cimetière du Québec parce qu'il a vue sur le fleuve Saint-Laurent. C'est un cimetière à l'anglaise, un cimetière
où toutes les routes sont sinueuses. Et puis, il y a des quartiers aussi, des quartiers ethniques. Ce qu'on fait en archéologie, malgré qu'on fait souvent des trous carrés dans le sol pour sortir du matériel, ce qui nous intéresse au fond, c'est plutôt les comportements que cette culture matérielle va arriver à documenter. Donc, c'est ça le lien entre les pratiques de l'ethnologie et les pratiques de l'archéologie. Nous, on travaille sur les traces matérielles des comportements humains. On a décidé d'utiliser le cimetière ici vraiment comme notre fond documentaire. Et j'ai invité les étudiants, ils ont documenté chaque groupe une petite partie du cimetière. Et on a traité chaque pierre tombale est un objet. On a décidé que c'était un objet dans une collection. Et j'ai poussé les étudiants à réfléchir, mais quels sont les éléments importants à documenter? Toute cette notion de sensibiliser nos étudiants de notre environnement. Au lieu d'avoir la tête baissée avec les écouteurs, regardez autour de vous. Évidemment, nous sommes en région, au Québec, et puis la question donc de l'altérité, de cette proximité avec d'autres communautés qui font partie aussi du Québec et qui d'une certaine façon sont exclues, comme c'est le cas des communautés autochtones, exclues de certains débats, de les inclure à travers précisément la présence, entre autres, de chercheurs qui sont en relation avec ces communautés, ce qu'elles pensent, ce qu'elles élaborent, c'est extrêmement important. Donc le CELAT appuie ce type de recherche et pour moi, c'est extrêmement important de le souligner aujourd'hui au Québec. On crée une sorte de multiplicité des perceptions de sens, ce qui est pour moi la condition de la démocratie. Okay. Il y a la démocratie quand il y a sur la place publique cette multiplicité des présentations de sens de la société, de vie, etc., qui sont en compétition et qu'on essaye de maintenir, non pas en situation de déchirement, de conflit, mais en situation de dialogue. Quand on connaît l'autre, on ne peut pas faire autre chose que l'aimer, ou bien au moins le comprendre. Hein? C'est Spinoza qui disait ne pas juger, ne pas rire, ne pas condamner, mais comprendre. C'est ça qui est le but. Hein? Le but d'une démarche scientifique, là, c'est de comprendre. Mon intérêt pour le vivre ensemble, qui était finalement beaucoup moins sur l'harmonie que sur comment on peut reconstruire au moins une cohabitation dans un premier temps. Et comment on peut recoudre une société qui s'est totalement déchirée. Vivre ensemble doit aussi être très respectueux, il me semble, de la diversité des expériences et de la diversité de l'expression publique de ces différentes expériences. Il y a aussi les vivre ensemble concrets dans le groupe physiquement qui est là. Et sur ce plan-là, les CELAT, je dirais à l'image de l'université qui était son lieu d'accueil principal, a longtemps péché par une sorte de masculinité exagérée. Ce qui est intéressant dans la thématique du vivre ensemble, c'est que ça implique aussi l'idée du survivre ensemble. Un groupe de membres, professeurs et étudiants qui sont en train donc de réfléchir sur des positionnements très spécifiques au sein de notre contexte actuel. On a toutes les ressources et on a aussi une façon très particulière, je pense très singulière de penser tout ça, avec les différentes méthodes créatives qu'on apporte, avec les artistes-chercheurs, avec les chercheurs qui sont également dans la recherche-action, dans la recherche-intervention. On a vraiment ce croisement de différentes façons de regarder le monde, de différentes méthodes qui nous permettent d'aborder de façon différente justement les processus de pluralisation, comme on a abordé différemment le vivre ensemble. Donc le caractère pluriel des membres du CELAT, ce côté tellement interdisciplinaire, je reviens vraiment tout le temps là-dessus, c'est ce qui nous permet aussi d'apporter cette différence-là. Le CELAT doit rester à la fois dans ses branchements sur la société, dans les regards sur la société, et non pas dans les réactions immédiates aux petits changements. Mais on se questionne pourquoi, comment, et ce que Jocelyn aimait, où on s'en va.
40 ans plus tard. Donc, ce CELAT, évidemment, est autre chose. Puis en même temps, moi, quand je le regarde, je vois des choses extrêmement semblables. Je regarde le travail de Simon Arel, posons, ce qu'il fait, ce qu'il recueille dans les rues de Montréal, est un peu ce que Luc Lacourcière faisait dans les rangs de Charlevoix. Je veux dire, on est à la recherche d'une littérature, lui aussi, donc d'une nouvelle littérature, d'une nouvelle façon de dire les choses. Vois-tu, 40 ans plus tard, comme tu dis, ce qui est formidable, c'est qu'il existe encore. Hein, déjà ça. Ça, c'est frappant. Là. Mm-hmm. Hein, et puis, il y a des ramifications un peu partout. C'est pour ça qu'on peut être festif aujourd'hui. Faux. Et pour les 40 prochaines années. On fait des esclaves avec les ignorants. Hein? Plus on en sait, plus on est libre. Et je pense que c'est la fonction des enseignants, des maîtres, des chercheurs, des maîtres de liberté, hein, d'ouvrir des horizons de liberté.